BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Et les débats ont déjà commencé autour de la génération Z. Eh bien, vous allez voir, on va en parler aujourd'hui. Bienvenue, on est avec vous, on répond à toutes vos questions, patrons, salariés, indépendants, les questions autour de la vie en entreprise. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, @bfmbusiness.fr, que vous soyez de la génération Z, X, Y, peu importe, vous nous adressez vos messages jusqu'à 13h et nos 4 experts sont là pour vous répondre. Et oui, la crème de la crème des experts aujourd'hui autour de ce plateau. Élodie Gentina, que nous accueillons, qui est professeure à l'IESEG et auteur de ce livre, Manager la génération Z aux éditions Duno. On va en parler, c'est vraiment un sujet extrêmement intéressant, surtout avec la vie en entreprise. Les nouvelles aspirations, c'est des sujets qu'on évoque beaucoup ici. Merci d'être avec nous, Élodie. À vos côtés, Ludovic Naudier, fondateur de l'élection du service client de l'année. Bonjour Ludovic. Bonjour. On va parler de la relation client. Xavier Rodriguez. Alors on dit toujours président de Jarnia. C'est président, c'est quoi maintenant? C'est président du groupe Jarnia. Tout à fait. Président du groupe Jarnia, c'est parce que la gouvernance a changé. Exactement. Et on va y revenir dans un instant. Et notre juriste Thierry Meillat, avocat associé au cabinet Hogan Lovells, merci beaucoup d'être avec nous. Thierry, première question, Sofiane. Puisque c'est votre première, Élodie, baptême du feu, directement. On commence avec une première question. J'observe un rapport à l'autorité bien différent avec l'arrivée de cette génération Z, dit Sophie. Les jeunes remettent en cause l'autorité du chef pour une autorité plus relationnelle, propre au manager coach. Quelle doit être la posture d'un manager face à ces changements? Élodie. C'est clair, en fait, déjà par rapport à quand on voit un jeune dans nos familles aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des relations égalitaires avec nos enfants. On voit que les enfants deviennent davantage acteurs. Dans le monde de l'entreprise, c'est pareil, en fait. On passe d'une autorité de fait à une autorité relationnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, un jeune a de l'aspiration ou du respect pour quelqu'un qui est authentique, quelqu'un qui est bienveillant, quelqu'un qui est doté de soft skills et pas uniquement pour un manager qui est au dernier étage de l'entreprise ou parce qu'il a un rapport hiérarchique qui est plus important. Donc on voit que les choses sont en train de changer. Et même moi, en tant que professeur, même ma posture de professeur comme la posture de manager change. Les jeunes ont besoin de beaucoup de feedback, ont besoin de beaucoup d'attention. Donc de beaucoup de dialogue. Mais c'est intéressant d'en discuter avec vous, Xavier, aussi, parce que comme vous êtes à la tête d'un groupe où vous voyez beaucoup de jeunes, est-ce que ça remet en cause l'autorité, la notion d'autorité dans une entreprise? Déjà, est-ce que vous les voyez arriver dans votre groupe? On les voit arriver, en tout cas on se bat pour les faire rentrer dans le groupe parce que cette génération... Donc ils sont intéressants. Ils sont très intéressants. Ouais. Moi j'ai toujours l'habitude de dire que la jeunesse c'est l'avenir et que en fait même si moi j'ai l'impression que je suis toujours jeune à 45 ans, en fait on est plus du passé malheureusement que de l'avenir, n'est-ce pas Sofiane? Et donc effectivement cette jeunesse qui arrive aujourd'hui, il faut la faire venir déjà. Donc cette génération Z, il faut aller lui parler, lui dire qu'en fait, nous, dans le monde du BTP, on recrute et on donne du sens parce qu'à la fin de sa journée, on a dépensé de l'énergie, on a fait des choses avec ses mains, on a construit, etc. Et il faut leur donner effectivement cette envie de venir dans l'entreprise. Et ces patrons dinosaures qui disaient, avant c'était mieux avant, ils savaient mieux travailler, etc. Moi, je crois qu'en fait, c'est eux qui ont raison, cette nouvelle génération. En fait, ils ont raison de pouvoir bouger les lignes de la façon dont on travaille. Ouais. Mais dans manager coach, est-ce qu'on n'entend pas aussi manager nounours, c'est-à-dire encadrer un peu plus, mais avec plus de rondeur et une difficulté à dire les choses de manière frontale à une nouvelle génération qui l'accepte peut-être un peu moins? Élodie? Ouais, pas forcément. Alors moi, j'aime bien utiliser le terme de management par le vide organisé. Ça veut dire quoi? Parce que j'en parle justement dans l'ouvrage. Laisser de la place, c'est exactement. Ce que vous expliquez. C'est, en fait, on n'est pas sur l'indépendance. C'est comme un enfant, on est sur de l'autonomie. Prise de responsabilité. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin d'être cadrés. Dans la dernière étude que j'ai menée auprès de 2500 jeunes, dans le cadre de mon bouquin, je montre qu'il y a 50% des jeunes aujourd'hui qui disent qu'ils ont besoin de hiérarchie. Mais c'est un autre rapport à la hiérarchie. Ouais. Ouais. Thierry? Deux points. D'abord, c'est fondamental comme discussion, celle que nous avons, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais la définition du salariat, et donc du contrat de travail, c'est l'existence d'un lien de subordination. C'est ce qui fonde le droit du travail. Et donc, en fait, qu'est-ce que c'est le lien de subordination? C'est un pouvoir de direction exercé par l'employeur qui a le droit de le contrôler et de sanctionner les manquements. Donc, vous voyez qu'on est dans une définition extrêmement traditionnelle. Autoritaire, presque. Enfin, il y a un côté c'est le fondement même. Et donc, évidemment, c'est
ces principes-là qui se heurtent en fait à cette évolution. Et l'autre point que je voulais soulever, c'est qu'effectivement le dialogue, comme disait Sofiane et comme vous disiez, est tout aussi fondamental. Et les entretiens qui maintenant deviennent obligatoires de plus en plus sont le moment d'échanger. Et effectivement, pour éviter aussi cette espèce de management qui se dilue trop, parce que quand ça se passe pas bien, on retombe dans le droit du travail et dans le lien de subordination classique. On dit souvent que les entretiens, plutôt qu'un entretien annuel, il faudrait presque un entretien mensuel pour garder ce contact et ce dialogue en permanence. Ludovic. Traditionnellement, normalement, le manager de niveau 1 ou intermédiaire, c'est lui qui a cet entretien régulier, même souvent plus que mensuel. Mais après, nous, ça nous pose la question du sens pour nos collaborateurs. En fait, c'est le sens que donne l'entreprise à leur travail. Et c'est nous, notre sens en tant qu'employeur, comment on peut les accompagner. Parce que souvent, ils ont des aspirations en dehors de l'entreprise. Oui. Mais pour les garder dans l'entreprise, il faut qu'on les accompagne. Alors, soit en aménagement du temps de travail, soit en leur permettant d'exercer d'autres activités, parce que aussi avec le télétravail, etc., le télétravail, mais aussi le côté indépendant, les auto-entrepreneurs, ils ont vu d'autres choses, et souvent ils aspirent à d'autres choses, et donc nous aussi de remettre en question ce droit du travail, ou en tout cas de l'adapter et de le faire vivre. Tout à fait. Vous pouviez terminer votre phrase, mais effectivement, vous continuez évidemment à répondre à ces sujets et à réagir sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. On va passer à la question du jour, parce que je sens bien que si on restait sur cette lancée-là, on pourrait en parler pendant une heure. C'est absolument passionnant. La question du jour, Sofiane. Et oui, on se demande si ces voyages professionnels, il faut les limiter en nombre de déplacements, peut-être en kilomètres, je ne sais pas quelle règle appliquer, parce qu'on parle beaucoup de ce record qui est attendu, 5 milliards de passagers dans le monde, essentiellement pour du tourisme, mais ça concerne aussi les déplacements professionnels. On pensait que cette époque était révolue, qu'on était tous au Teams ou en Zoom pour faire des réunions, et pourtant, c'est pas le cas. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur les réseaux sociaux. Sébastien veut, lui, limiter les déplacements en général, comme ça on arrête tout. Fabien lui répond, c'est pas toujours simple. Lyon-Nantes en avion, 50 minutes, en train 4h30 pour se déplacer sur 2 jours. C'est compliqué si on veut maximiser le déplacement. Et Denis dit que la question sur la limitation des voyages pro se pose. Je dirais oui, mais imaginez d'obliger un professionnel d'augmenter les durées de trajet et d'impacter sa vie privée ne me paraît pas le bon choix. Vous êtes souvent incité à prendre l'avion pour aller rencontrer des homologues. Qu'est-ce qui se passe, Xavier, sur le terrain aujourd'hui ? Je fasse quoi comme réponse ? Alors, soit je vous fais la réponse fly bashing. C'est possible, en vous disant non, à l'avion c'est terminé, on arrête tout. C'est pas vrai. Soit je vous fais green bashing, en vous disant en fait non, mais c'est pareil, il faudrait qu'on limite tout, qu'on y arrive, qu'on n'y arrive pas, il faut continuer à utiliser l'avion. En fait, c'est un sujet qui est extrêmement clivant. Dites-nous la vérité. La vérité, c'est que moi je prends l'avion, oui. Est-ce que je le prends trop ? Oui. Est-ce que j'essaye de limiter ? Oui, c'est pas simple. Je me suis fixé quelques règles. La règle que tout le monde connaît, je crois, la règle des 2h30, on peut la réexpliquer peut-être rapidement. 2h30, ça veut dire qu'en fait, si je peux faire un déplacement en 2h30 autrement qu'en avion, en fait, je vais pouvoir choisir le train, la voiture, etc. Oui, mais ça, c'est pas les entreprises qui l'ont fixé, la règle. Cette règle, la règle du gouvernement. C'est le gouvernement, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez attendu la loi. Alors moi, c'est une règle que je me fixe. La deuxième règle que je me fixe, c'est de me dire que si je peux faire le rendez-vous en visio, d'ailleurs, la visio, c'est le premier concurrent aujourd'hui de l'aviation. C'est ça qui vient concurrencier l'aviation, c'est la visioconférence. Donc tout ce qu'on peut faire en visioconférence, on le vit en visioconférence. Et puis là, récemment, j'ai une nouvelle règle, c'est que si c'est Boeing, je réfléchis à 2 fois avant de prendre l'avion. Intéressant, mais c'est vrai que sur le plan légal, on parlait hier avec un spécialiste de la décarbonation, Alexandre Boucher, qui nous disait que dans les politiques de décarbonation des entreprises, ne plus prendre l'avion, finalement, ça a presque disparu des consignes. C'est pas là-dessus que les entreprises tablent pour baisser leurs émissions générales. Les obligations, elles sont pourtant là, Thierry, pour les entreprises. Alors, en fait, pour les entreprises, pas en matière de déplacement ou pas particulièrement. C'est vraiment laissé à l'appréciation des employeurs. Ce que moi je peux constater, c'est qu'effectivement, il y a une tendance à réduire le nombre de déplacements, notamment en avion, mais que, par exemple, les déplacements à l'étranger, ça reste quand même très très souvent des déplacements pour des réunions professionnelles. Quand on peut pas éviter Teams, c'est quand même quelque chose. Et il y a aussi les grands, les grands raouts, les grandes réunions où on veut que les gens se rencontrent et qui peuvent pas avoir lieu dans différents endroits en France ou même à l'étranger. Où là, effectivement, vous aurez beaucoup de déplacements également pour certains. Alors c'est plutôt de grandes entreprises, mais vous aurez. Cela dit, tendanciellement, je pense que Teams, Zoom et compagnie ont
permis de limiter et que les entreprises, après, une question de coût aussi, tout simplement. C'est ça, il y a aussi une question de coût. Et juste après la pandémie, ça comptait énormément. Sofiane. Et Elodie, est-ce que la nouvelle génération qui entre dans ces entreprises est plus exigeante avec le respect de ces normes environnementales et demande à moins prendre l'avion ? Non, mais complètement. Et en fait, depuis la crise de la Covid-19, on voit que la crise est venue accélérer tous ces questionnements liés à la RSE, toutes les questions liées à la responsabilité sociétale, écologique des jeunes vis-à-vis de l'entreprise. Et aujourd'hui, les jeunes, en entretien de recrutement, justement, posent cette question. Est-ce que je vais devoir prendre l'avion ? Je préfère privilégier le train que l'avion, où je vous préviens, je ne le prendrai qu'une fois dans l'année. Voilà, c'est des choses que j'ai retrouvées. Donc, bien évidemment. Donc dans le mais en même passage temps, d'entretien, il y a le télétravail et il y a le voyage en avion. Ouais, mais en même temps, attention, c'est pas tant les jeunes qui réclament le télétravail, peut-être qu'on reviendra sur cette question tout à l'heure. Ils ont envie de relations en réel, ils ont besoin d'aller dans l'entreprise parce que l'entreprise est un lieu de socialisation, un lieu d'échange, un lieu d'apprentissage. Donc ils ont envie d'aller sur place. Et pour moi, quand on parle de digitalisation, ils le disent bien, les réunions Teams, etc., le smartphone n'est qu'un outil, mais la vraie relation, c'est le réel. Oui, ça reste ce qui est quand même plutôt rassurant. Sofiane. Une question pour notre expert relations clients, c'est vous Ludovic. Nous avons une boutique en ligne de cosmétiques bio en forte croissance. Nous nous posons la question du service client. Faut-il le garder en interne et jusqu'où l'externaliser si on le fait ? Ludovic. La vraie question, c'est déjà pourquoi ? Parce que pour se dire si je veux l'externaliser, c'est à quoi je veux répondre. J'ai une forte croissance, mais j'ai une forte saisonnalité. J'ai pas les ressources en interne. Je veux faire des économies, j'ai peut-être pas la connaissance de la relation client à distance et donc je veux me faire accompagner par un expert. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a à peu près 50% des entreprises qui se font accompagner en relation client et donc qui externalisent tout ou partie de leur relation client. Mais c'est vrai dans plein d'autres métiers. Pour le ménage, je me fais accompagner par une entreprise spécialisée, etc. etc. La deuxième question qui va autour de ça, c'est en fait, qu'est-ce que j'ai comme moyen ? Parce qu'en fait, externaliser, c'est aussi beaucoup encadrer, avoir des process, maîtriser mon métier. Et donc souvent, il y en a qui vont pour de fausses raisons. Je ne maîtrise pas, donc je vais confier ça à quelqu'un d'autre. Mais la vérité, c'est que c'est souvent un échec si je le fais comme ça. Ouais. On parlait de externaliser tout ou partie. Si vous externalisez la totalité, souvent vous perdez aussi un savoir-faire. Et donc c'est important aussi souvent de rester sur des modèles mixtes pour avoir le savoir-faire dans l'entreprise. Demain, je veux réinternaliser, je connais déjà mes méthodes, mes process. Et puis souvent, c'est un accélérateur. Tout à l'heure, on parlait d'accélérateur. Faire appel à un professionnel, c'est quelqu'un qui a capitalisé sur plein d'expériences auprès d'autres entreprises, dans d'autres secteurs d'activité, qui maîtrise des technologies. Et donc, c'est souvent une bonne idée d'externaliser ou de se faire accompagner. Attention après au périmètre. La boîte aux lettres, Sofiane. Et oui, c'est Nicole qui nous a écrit à l'adresse mail avec vous @bfmbusiness.fr. Elle a une question d'ordre juridique, c'est donc pour vous Thierry. En arrêt de travail depuis le 28 février dernier, un salarié cadre depuis 2 ans a été payé sans problème jusque fin avril. Mais pour le mois de mai, il reçoit une fiche de paie à 0 €. Est-ce que c'est normal ? Alors, ça va beaucoup dépendre de son régime d'indemnisation, en fait, parce que vous avez tout un mécanisme qui dépend beaucoup aussi des conventions collectives, avec des questions de maintien de salaire. Alors, il va recevoir des IJSS pendant un certain temps, et peut-être que le problème qu'il y a, c'est que il se retrouve dans une entreprise où il n'y a pas de prise en charge à 100% du salaire après la fin des IJSS. Ça m'étonne un peu parce que ça me paraît un peu rapide. J'ai passé de tout à 0 et les indemnités sont censées... Voilà, exactement. Donc ça, je trouve que c'est un peu rapide. Alors, j'ai plus en tête les délais exacts de maintien de salaire par IJSS, mais de toute façon, c'est progressif. C'est-à-dire qu'on passe de 175 au bout d'un certain temps. Et normalement, quand même, dans la quasi-totalité des entreprises, parce que c'est une obligation, elles doivent avoir une prévoyance. En général, c'est d'ailleurs aussi prévu dans les conventions collectives, qui prend le relais. Donc ça me semble quand même étrange, surtout au bout d'une période assez courte quand même, parce qu'on est au bout de 3 mois. Oui, c'est ça. Ça me semble pas normal en tout cas que le salaire soit tombé à 0 et peut-être une régularisation il va falloir que le salarié en question prenne contact avec sa direction des ressources humaines ou sa direction générale pour essayer de comprendre et qu'il le fasse rapidement parce qu'il n'a plus rien. Donc ça peut être très embêtant, surtout s'il y a un dysfonctionnement. Voilà pour la réponse à Nicole. Évidemment, vous pouvez réagir si vous avez d'autres questions. Nicole, Thierry est là pour vous répondre. Dans un instant, on va parler d'ambiance au travail, Sofiane. Oui, d'ambiance au travail.
travail et à l'extérieur, en dehors du travail, avec les fameux after-work qu'on peut prendre après le boulot. Manquer ces after-work entre collègues est-il pénalisant? On va vous raconter cette histoire, notamment quand on est jeune parent, quand on n'a pas envie d'y aller, on manque des infos. On en parle dans un instant avec nos 4 experts du jour. BFM Business, une adresse à connaître pour nous écrire, Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr, elle ne change pas. Vous pouvez directement nous contacter. Il y a aussi le live LinkedIn et le live sur X. Vous postez vos commentaires. On vous lit en direct. Et puis le petit QR code, si vous êtes avec nous à la télévision, vous le scannez et puis directement vous envoyez vos réactions. Nos 4 experts vous lisent. Vous pouvez aussi demander à Sofiane de chanter tous les jingles de l'émission comme il vient de le faire pendant la pause pub. Il peut le faire, merci. Nos experts autour de la table, je vous les rappelle, Ludovic Naudier, fondateur de l'élection du service client de l'année. Elodie Gentina, professeur à l'IESEG et auteur de ce livre passionnant, Manager la génération Z aux éditions Duno. Xavier Rodriguez, président du groupe Jarnia. C'est Thierry Meillat, avocat associé au cabinet Hogan Lovells. On parlait de ces after-work assez précieux finalement dans la vie en entreprise. Il y a un instant, Sofiane. Au point qu'on se demandait s'il était pénalisant de ne pas s'y rendre. Un article rapporte le témoignage d'Olivier, 29 ans, qui nous dit « En after-work, les langues se délient, les infos tombent, souvent des infos importantes à glaner, sans parler des affinités qui se construisent aussi dans ces moments-là. » Problème, tous les jeunes parents n'y participent pas. Évidemment, c'est compliqué quand on vient d'avoir un enfant et qui sont parfois et qui se sentent mis sur la touche. Alors, est-ce que c'est grave de l'importance de l'after-work au bureau? Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense qu'on peut faire aussi des pré-work. On n'est pas obligé de faire des after. Des petits déj, des choses comme ça. Des petits déj le matin. En tout cas, ce qu'on entend autour de ça, c'est que on a besoin de partager des moments qui sont en dehors du temps de travail. C'est ça en fait le sujet. Parce qu'on se dit pas la même chose et ça permet de détendre les tensions. Ça permet de se dire des choses qui sont pas dans le cadre du travail. On parlait d'hiérarchie tout à l'heure. Il y a peut-être un peu moins de hiérarchie quand on est dans un after work ou dans un pré-work, etc. En tout cas, c'est des moments où on se sent bien dans l'entreprise qui sont nécessaires pour recréer du lien, pour pouvoir aborder les sujets de manière différente. Moi, je crois beaucoup à ces moments-là qui sont différents, qui sont pas forcément être obligés d'être organisés, quoi. Mais c'est vrai qu'on peut se sentir à l'écart parce que dans une entreprise, l'information, c'est clé. La transmission de l'information et la communication. Et dans ces moments-là, en fait, il y a des choses qu'on se dit et qu'on n'aurait pas l'habitude de se dire à d'autres moments. Donc c'est des moments qui sont importants, je crois. Et plébiscité par cette génération Z dont on parle, Elodie. En fait, les jeunes, ils n'ont même pas envie d'attendre l'after-work, ils veulent s'amuser au travail. Oui. Ils veulent intégrer de manière harmonieuse leur travail dans leur vie. Et on le voit, en fait, pour eux, le travail, c'est plus une fin en soi, c'est un moyen de s'épanouir. Le lieu de travail, l'entreprise devient un lieu de vie et non plus uniquement un lieu de travail. Et donc aujourd'hui, ces jeunes recherchent des moments fédérateurs en équipe. Et d'ailleurs, c'est un des premiers critères de fidélisation. L'esprit d'équipe. Ils sont plus fidèles à leurs collaborateurs qu'à l'entreprise même. Donc même la notoriété de l'entreprise ne suffit plus. Donc ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Et ils ont envie de voir leur boss, entre guillemets, ou leur manager dans ces moments-là. Au-delà justement de la sphère du travail. Un peu moins formel, Thierry. Oui, alors une observation, d'ailleurs je rebondis sur ce que disait Xavier, on disait en dehors du temps de travail. Là aussi, on rentre dans un sujet extrêmement important puisque c'est l'effacement. Et là, je rebondis sur ce que disait Elodie, l'effacement entre le temps de travail et ce qui est en dehors du temps de travail. Là aussi, ça pose plein de questions, parce que le principe du pré-work ou de l'after-work, c'est que comme c'est censé être en dehors du temps de travail, donc c'est sur la base du strict volontariat. Celui qui ne veut pas y aller a le droit de ne pas y aller. Même j'avais lu dans un article de presse, je préfère être avec mon chat. C'est un choix. Il y a des gens qui préfèrent être avec leur chat, et surtout quand la personne disait c'est un peu tout le temps dans l'entreprise, et surtout le fameux c'est mal vu. Ça ne doit pas avoir de conséquences négatives pour celui qui n'y va pas. Et notamment, alors évidemment pas de sanctions, mais après on est beaucoup dans le non-dit aussi, celui qui n'y va jamais, donc on se sent pas obligé. C'est ça, juridiquement, peut-être que ça n'a pas de conséquences. Il n'empêche que pour l'ambiance au travail, c'est très compliqué de s'intégrer si je dis moi j'ai pas envie. J'ai pas envie, ou j'ai des enfants, comme vous le disiez. Exactement. Et normalement, on doit dire ok. C'est ton droit le plus absolu. Après, c'est vrai que c'est un peu plus délicat. Et un autre point, mais je pense que j'en ai déjà parlé ici, attention à ce qu'on dit, à ce qu'on fait pendant ces événements, notamment plutôt en after-work, là, avec la consommation d'alcool. J'ai énormément de dossiers où il y a des problèmes qui se posent. Et beaucoup de salariés croient que comme c'est en dehors du temps de travail, ça compte pas. Or, c'est pas vrai. Si ça a un impact sur les obligations contractuelles, sur la bonne marge de l'entreprise, sur l'image de l'entreprise, parce que si ça se passe à l'extérieur, ça peut avoir des conséquences. Donc aussi, il faut savoir se tenir.
Il faut savoir se tenir, oui. Alors moi, c'est vrai que je suis plutôt quelqu'un de naturel dans la vie, dans ce que je dis, dans ce que je fais avec mes équipes. Je crois que par rapport à ça, en fait, c'est une question de culture aussi d'entreprise. En fait, il faut libérer un peu l'entreprise. Alors je crois pas. Tout à l'heure, on entendait parler des managers nounours. Moi, les gens qui me connaissent, ils savent que je suis pas trop un nounours. C'est pas trop ma façon de manager mes équipes. Mais par contre, le feedback, le fait d'avoir d'autres moments pour partager des choses. Vous savez, on vient du monde du BTP. Le monde du BTP, on fait des barbecues quand il commence à faire beau. Oui. On fait des gigobitumes sur les chantiers. En fait, on a des moments. Le gigobitume, ouais, parfaitement. Et donc, du coup, on a des moments comme ça qui sont importants à partager parce que ça permet effectivement que tout le monde se rencontre et puis que nos équipes qui sont plus administratives rencontrent nos équipes de terrain, etc. En tout cas, moi, je trouve que c'est des moments qui sont clés dans les entreprises. Il faut les encourager. Effectivement, il ne faut pas pointer du doigt celui qui y va pas parce qu'il a un empêchement ou parce qu'il préfère aller avec son chat. Qui vienne avec son chat. Ouais. Pas de problème. Je sais pas. Ludovic. Non, peut-être partager une expérience sur le pré-work. Nous, on faisait des petits déjeuners comme ça. Oui. Et le truc, c'est qu'on amenait du pain frais, de la confiture faite par maman, etc. Donc ça donne aussi une bonne excuse parce qu'on ne l'a pas à la maison. Du coup, on est encore plus motivé à y aller et ça crée cette mixité dans l'entreprise. Oui, effectivement. Un autre moment dans la journée, c'est vrai que c'est intéressant aussi. Sofiane. Une question pour Xavier Rodriguez. Justement, faut-il tout accepter de la part de son client sous prétexte que le client est roi? On l'entend souvent, cette petite musique. On n'a pas le droit de dire non. Moi, je suis client-centrique. Donc, pour moi, le plus important, c'est le client. Donc, il faut mettre le client au centre de l'entreprise. Maintenant, est-ce qu'il faut tout accepter de son client? C'est une excellente question. Peut-être que Ludovic va pouvoir donner son avis, effectivement, sur la question. Moi, je crois à une chose, c'est que il faut mettre des lignes avec son client sur lesquelles il ne faut pas les dépasser, il ne faut pas les franchir, etc. C'est un peu comme le code de la route. Maintenant, après, je dis aussi que le client, c'est lui le vrai patron de l'entreprise. On dit souvent que c'est les fondateurs, que c'est le directeur général, le président. C'est pas lui le vrai patron de l'entreprise. Le vrai patron de l'entreprise, c'est le client. Ça me fait penser à une anecdote. Il n'y a pas longtemps, il y a un grand nom du luxe qui nous a appelé pour un projet complètement hors norme et qui nous a dit, voilà, dans le brief, c'est pas une question de budget. Il faut que vous réalisiez cette opération qui était complètement hors norme, mais il fallait qu'on se détache un peu de la réglementation et de la sécurité sur les chantiers. Donc c'est pas une question de budget, on regarde quand même, c'est un sujet qui est important. Et nous on lui a dit, en tout cas moi je lui ai répondu que si c'était pas pour lui une question de budget, pour nous c'était une question de sécurité. Et donc pour nous la ligne à franchir elle était très claire, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de distance avec la sécurité et avec la réglementation. Et donc le meilleur moyen qu'on peut donner comme tips en tout cas, c'est de dire choisissons ses clients pour être sûr de trouver les bons. Et donc soyons très proactifs, attendons pas que ce soit eux qui prennent le téléphone pour nous appeler, mais choisissons en fait des gens qui partagent notre cadre de référence, nos valeurs, sur les délais de règlement par exemple, qui sont des vrais sujets. Enfin voilà, choisissons nos clients, c'est important. Ludovic, est-ce que le client ressemble à l'entreprise ou l'inverse? Je pense qu'on doit choisir ses clients. La vraie règle déjà, c'est la réglementation. On ne doit pas sortir de la loi. Toute demande qui est en dehors de la loi, on ne peut pas l'accepter. Après, moi je suis d'accord avec vous, c'est le client le patron. Et en fait, les clients, souvent, nous ont fait créer des nouvelles offres. Parce qu'ils viennent avec nous avec des problématiques auxquelles on n'a pas forcément pensé ou auxquelles on ne répond pas. Et ils nous font évoluer. Donc c'est ça aussi le challenge. Eh oui. Ouais, en permanence. Et donc ça, c'est important. Et c'est pour ça qu'il faut rester à l'écoute de ses clients. Et que ça vaut le coup d'écouter quelque chose qui est atypique et qui est différent. Continuez à réagir à nos multiples sujets du jour sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avecvous@bfmbusiness.fr. Sofiane. On passe à l'actu du jour. Comment savoir si je suis bien payé pour mon travail? Une étude annuelle sonde les salariés français. 48% des personnes interrogées ont reçu une augmentation de salaire, c'est beaucoup, mais ils sont tout autant à considérer que leur salaire ne correspond pas à leurs responsabilités. Alors, quelles conséquences ça a en entreprise? Walid Atroubi, directeur de ACE, nous répond. On va venir parfois beaucoup plus maintenant bousculer la DRH, discuter plus facilement de rémunération. Je pense qu'aujourd'hui, grâce à des outils comme notre étude de rémunération ou d'autres, les salariés sont plus armés pour savoir combien ils méritent ou combien ils vaut sur le marché. Donc, ils vont questionner plus facilement leurs responsables et arriver plus facilement à la table des négociations pour discuter justement augmentation. Le directeur de l'agence qui a mené cette enquête, Walid Atroubi, invité de Good Morning Business. Non, Evening, c'est le soir, j'ai du mal à me repérer. Est-ce que ça ne crée pas aussi un peu de frustration, Xavier, voire en fait une forme de démobilisation des salariés?
C'est un préalable en fait le salaire. On entend parler sans arrêt en fait de sens au travail. Je suis le premier à en parler, de donner du sens aux salariés, mais la première étape c'est déjà qu'ils aient un salaire qui corresponde en fait à ce qu'ils vont faire dans l'entreprise. Ça me paraît être quelque chose qui est indissociable du contrat de travail. On en parlait tout à l'heure et de la mission qu'ils vont à remplir. Donc la première chose, si on coche cette case-là en disant on a un salaire qui est en adéquation avec le travail qu'on va effectuer, déjà c'est une première bonne étape. Et ensuite en fait le salaire il est composé par plein de variables. Il est composé par l'apprentissage qu'on peut faire, par la formation qu'on va avoir dans l'entreprise, par aussi effectivement des primes qu'on peut avoir, des primes au mérite, des primes parce que l'entreprise a été performante. En fait souvent on s'arrête à ce qu'il y a en bas à droite et on regarde pas en fait l'ensemble du package qui nous est proposé. Ça peut être sur l'aménagement du temps de travail, etc. En tout cas on voit bien que ces sujets-là c'est un vrai labyrinthe en ce moment. Que les choses changent beaucoup et qu'elles bougent et qu'effectivement la génération Z elle nous fait bouger les lignes et que c'est intéressant en tout cas. C'est quoi sa position à la génération Z, Élodie ? Justement, il y a 2 points qui sont intéressants. Alors le salaire, bien évidemment, c'est un des premiers critères importants, mais pas uniquement pour la génération Z, pour toutes les générations, Y, Baby Boomer et X. Voilà. Un autre point qui est important de mentionner, c'est que le salaire, très souvent, c'était quand même pendant longtemps considéré comme un élément tabou en France. Il ne fallait pas forcément dire son salaire, on ne parle pas d'argent. Et dans les entretiens de recrutement, on ne commence pas à en parler, on en parle à la fin du processus. Et aujourd'hui, les jeunes nous disent, nous, on veut connaître, un jeune sur 2, on veut savoir notre salaire sur l'offre d'emploi. On veut connaître les conditions, le onboarding, comment on va être intégré dans l'entreprise, le salaire. Ça, ce sont des éléments qui sont extrêmement importants. Mais évidemment, le salaire ne suffit pas. Ça sert à recruter, mais à engager cette nouvelle génération. Les jeunes veulent plus que du salaire. Donc on n'est pas uniquement sur une récompense financière. Ils veulent aussi une récompense où on parle plutôt de intrinsèque, c'est-à-dire quête de sens, renouvellement des compétences, apprendre au quotidien au sein de l'entreprise. Ce qui est plutôt sain parce que la législation évolue dans le sens à travail égal, salaire égal, c'est inscrit dans la loi. Est-ce qu'on peut réellement comparer 2 profils dans une entreprise, Thierry Meillat? Il y a forcément, comme l'a dit Xavier, soit la formation qui diffère, soit l'expérience. Il n'y a jamais le même profil. La jurisprudence a beaucoup évolué parce que le principe, effectivement, à travail égal, salaire égal, s'applique déjà dans la même entreprise. Déjà, quand on est dans un groupe avec différentes entreprises, on n'applique pas le principe entre les différentes entreprises du groupe, en tout cas pas encore. Et en fait, la jurisprudence a renforcé le critère. C'est-à-dire qu'avant, on disait toujours on peut toujours individualiser d'une certaine façon. Et la jurisprudence nous dit oui, vous pouvez individualiser, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que par exemple, si vous avez 2 personnes qui ont des formations initiales différentes, mais qui ont 25 ans d'ancienneté chacune, vous n'allez pas pouvoir commencer à dire je paye le double l'une par rapport à l'autre parce qu'elle a un meilleur diplôme. Vous voyez, donc en fait, c'est en train de se mettre en place. Mais en fait, pour moi, c'est le problème à travail égal, salaire égal n'est pas finalement si important que ça par rapport, quand on parle de niveau des salaires, par rapport à la problématique qui est assez française, dont on parle de plus en plus, qui est celle en fait du net par rapport au brut et du fait qu'en fait en France il y a énormément de cotisations sociales. Et d'ailleurs, quand on reprend des demandes de génération Z que moi je peux voir par l'intermédiaire de mes clients, c'est souvent qu'est-ce que vous avez comme moyen de rémunération alternatif, notamment épargne salariale, participation, intéressement, prime de partage de la valeur, tous ces systèmes-là qui ont été mis en place au cours du temps, qui permettent justement d'éviter ou de limiter le paiement de cotisations sociales. Et je pense qu'on retombe dans ce qui est le gros sujet français aujourd'hui, celui du niveau des salaires, mais en réalité des cotisations. Sofiane ? On a justement une question de Bernard qui dit comment déterminer le salaire juste de mes collaborateurs ? Xavier ? Il y a, comme on l'a dit tout à l'heure, en fait, moi je crois à une diversité, de salariés, parce que comme on est en dehors de l'entreprise, on est tous différents, on est aussi dans l'entreprise aussi tous différents, il faut qu'il y ait des règles par rapport à ça. Ce qui est juste, c'est en fait ça appartient à chacun. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait une forme d'équité dans l'entreprise. Mais ça veut dire qu'on ne peut pas dire mon collègue avec qui je considère que j'ai le même parcours, je veux le même salaire. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire ça réellement. En tout cas, moi, j'y crois pas. C'est pas comparable. Ouais, moi, j'y crois pas parce que, en fait, on vient tous d'un milieu différent, on vient tous avec un background différent, avec des études différentes. On est tous différents dans l'entreprise. Et on n'a pas droit à la même chose. Ouais. Moi, je vois qu'il y a des salariés qui viennent de loin, par exemple, de banlieue, etc., qui n'ont pas eu accès aux mêmes écoles pour des postes de conducteur de travaux, de chargé d'affaires. Quand on est à Paris, on le disait tout à l'heure, on ne peut pas avoir le même salaire que quand on est en province. C'est pas tout à fait la même chose. Pourtant, il y a les mêmes salaires. Donc non, moi je crois pas à ça, je crois à la diversité. Ouais. Très vite, Ludovic. Oui, bien sûr, mais il y a aussi
l'impôt à la source qui a créé des choses, parce que souvent, si on regarde le collaborateur, c'est le net qui touche à la fin. C'est pas le net imposable. Et donc, en fonction de son taux, etc., et de sa vie de famille, on n'a pas la même somme à la fin, et la comparaison devient encore plus compliquée. Sofiane. C'est l'heure de notre moment JO. Avec vous, la question JO. La question optimiste, JO. On a dit dans cette émission qu'on voyait le bon côté des choses pour les 3 prochains mois. Voilà comment les organisations, les entreprises s'organisent autour de cet événement pour que ça passe le mieux possible finalement, Sofiane. Et optimisme parce qu'on parle de vacances. Donc là, tout va bien généralement. Fabien dit, j'ai accumulé beaucoup de congés, 30 jours ouvrés, soit 6 semaines, sans compter mes RTT. Il a de la chance. L'activité de mon entreprise étant touchée par les JO, est-ce que je peux prendre tous ces jours cet été pour un long voyage en Asie que je projette depuis longtemps? Thierry. Oui, alors peut-être que je vais être moins optimiste, un petit peu moins optimiste. En fait, il y a des... Bon, d'abord, ça veut dire qu'il a reporté des congés d'une période antérieure, parce que ça en fait beaucoup quand même. Oui. Bon, ceci étant, il y a pas mal de règles qui s'appliquent. Alors, la première, c'est qu'on est censé prendre un minimum, c'est légal. Alors après, il y a plein de conventions collectives qui prévoient d'autres règles, mais entre le 1er mai et le 31 octobre, en général, c'est pas le cas dans le BTP, mais en général, il faut donc prendre son congé principal. Donc là, ça va. On est en plein été, donc jusque-là, tout va bien. Le minimum, c'est 12, mais le maximum, normalement, c'est pas plus de 4 semaines. D'accord. D'affilée. Ça, c'est le principe, puisque la règle, c'est que la 5e semaine n'est pas accolée aux 4 autres. Après, bon, on peut imaginer qu'on peut s'arranger avec l'employeur, mais il faut que l'employeur soit d'accord. Surtout donc déjà, dans une période comme celle-là. Voilà, il y a ça. Et l'autre point aussi, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un ordre de départ. C'est-à-dire que préalablement au départ en vacances des salariés, alors tous les employeurs ne le font pas, mais c'est une obligation légale, il faut aller voir le comité, le CSE, si on a un CSE, pour dire qui va partir et dans quel ordre. Et il y a des critères sociaux, des critères familiaux, bon, pour savoir qui part. Donc la réponse à votre téléspectateur, c'est que pourquoi pas, mais pour avoir plus de 4 semaines, il va falloir quand même qu'il négocie un petit peu. On passe à une question pour Elodie Gentina sur la Gen Z, comme on dit. Nous avons des difficultés à fidéliser et engager cette nouvelle génération. Sont-ils tous des slasheurs, passant d'une mission à une autre, d'une entreprise à une autre? C'est clair qu'il y a un autre rapport au travail. On voit aujourd'hui qu'on a à peu près un tiers de la génération Z qui cumule plusieurs jobs. Donc on est sur la polyactivité. Peut-être qu'on met fin à la notion de métier, le même métier pour toute une vie, où avant on avait une projection aussi de carrière. Aujourd'hui, ils ne parlent plus de carrière, ils parlent plus de mission. Donc parfois ils refusent même des CDI et les parents ne comprennent pas parce qu'à l'époque c'était pas possible de refuser un CDI. Donc quand je parle de fidélité, moi je crois toujours à l'engagement, je crois toujours à la fidélité, mais on est sur une autre forme de fidélité aujourd'hui. On n'est plus sur une fidélité qui est rationnelle et normative. Travailler n'est plus forcément la norme pour eux. Ils ne recherchent pas la sécurité de l'emploi, mais on va être sur une fidélité collaborative, sociale, c'est-à-dire l'importance justement de l'équipe. On va être sur une fidélité intrapreneuriale. J'ai envie d'apprendre au quotidien, de renouveler mes compétences, et une fidélité éthique. Donc l'éthique, c'est justement toute cette quête de sens, l'importance de la RSE dans le travail que j'accomplis. On met fin aussi à la dépendance qu'il y avait jusqu'à maintenant à son entreprise. On était dans un rapport quand même un peu paternaliste jusqu'à il y a très peu de temps. Ils s'en fichent. Aujourd'hui, il y a un autre rapport, ce devoir de loyauté et d'engagement qui était très fort envers l'entreprise, ils l'ont plus. Ouais. On voit aussi beaucoup de jeunes qui ne veulent plus se marier, un jeune sur 3 qui ne veut pas avoir d'enfants demain. Voilà, donc après, la génération Z, elle est encore très jeune, c'est ceux nés entre 95 et 2010, donc évidemment, ils ne sont pas au bout de ces réflexions-là. Bien sûr, forcément. Mais il y a même des tendances, un autre rapport à l'engagement. Et pour moi, il y a toujours un engagement, mais en fait, il faut remettre le curseur différemment. C'est-à-dire qu'il faut revoir cette notion de fidélité. Différent. Ouais, c'est ça, Xavier. Ouais, complètement. Je crois que ça fait bouger complètement les lignes de l'entreprise et c'est passionnant. Enfin, en tout cas, moi, je prends beaucoup de plaisir à discuter avec eux parce qu'ils envisagent leur monde d'après. C'est eux qui vont le construire complètement différemment. Et je pense que soit on lutte, soit on décide de les accompagner et de les comprendre. Moi, j'ai décidé de les accompagner et de les comprendre. Ça va mieux en général quand on les accompagne, effectivement. Sofiane. Une question de Jean-François sur LinkedIn qui nous pose une question sur un tout autre sujet. Réforme du chômage. Les allocations chômage sont maintenues jusqu'à 62 ans. Seront-elles étendues jusqu'à 64 ans ?
Est-ce que vous avez la réponse? En fait, c'est pas jusqu'à 62, c'est jusqu'à l'âge de départ légal à la retraite. Donc ça dépend en fait des de l'année. annuités. En gros, ça se promène. Non, et c'est surtout de l'année de naissance, puisqu'en fait c'est 64 ans minimum, mais pour ceux qui sont nés en 65 par exemple, c'est 63 ans et 5 mois ou quelque chose comme ça. Donc en fait, c'est par référence à l'âge légal. Il n'y a pas de référence à un âge précis. Donc en fait, la réponse, c'est ça change pas. C'est juste que comme l'âge de départ en retraite s'éloigne dans le temps, évidemment, cette obligation va s'éloigner dans le temps, sachant aussi que la grosse réforme, c'est plutôt pour ceux qui ont 55 à 57 ans, où il y a un décalage de 2 ans, en fait, qui a été mis en place dans le maintien des droits. Voilà pour la réponse à Jean-François. Une autre Sofiane. question, une autre réaction de Fatia sur LinkedIn qui nous dit: est-ce que les grilles de salaire doivent être visibles de tous ou s'arrête l'apanage des ressources humaines? Ah, ça c'est une bonne question. On est en plein dans ce débat. Qui veut répondre à cela? Je peux me lancer là-dessus. Xavier. Sur les grilles de salaire, c'est toujours un sujet parce qu'en fait, ça veut dire qu'on a des points de comparaison. Et on en a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on se compare aux collègues d'à côté qui n'ont pas du tout le même parcours, pas la même formation. Sur les annonces, c'est quand même donner une valeur au job. Est-ce que c'est pas important de donner une valeur au job et de l'afficher tout de suite quand même? Oui, tout à fait. J'allais vous répondre en vous disant qu'en fait, c'est indispensable qu'il y ait une base. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, qu'il soit connu partout et par tout le monde. Moi, j'en peux plus de ces annonces d'emploi où c'est marqué selon expérience. Enfin, je veux dire, ça veut rien dire du tout. Et on voit bien qu'en fait, on a besoin d'afficher quel va être le salaire, comment il va être construit, etc. Et que ça soit un peu plus large par rapport à ça. Et dans l'entreprise, c'est pareil. Il faut qu'il y ait une base qui soit connue par tout le monde. Et après, effectivement, elle est adaptée en fonction du parcours. Et pas uniquement du parcours, de la performance, de l'efficacité qu'on a en entreprise, l'extra mile qu'on va faire pour aller créer de la performance, etc. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les jeunes le réclament, ils veulent de l'authenticité. Ils veulent justement que les grilles de salaire ne soient pas opaques, mais visibles de tout le monde et directement. Dès l'offre d'emploi, ils veulent savoir ça. Ça peut aider à justement faire le choix. D'ailleurs, est-ce que je me présente ou est-ce que je ne me présente pas, Thierry? Et de toute façon, cette obligation de transparence va arriver puisqu'il y a une directive européenne qui va devoir être transposée, qui va obliger les employeurs effectivement à donner des informations sur les normes applicables dans l'entreprise en matière de salaire dès en fait les entretiens d'embauche. À partir de quand ça va être? Alors je l'ai vu, mais à mon avis d'ici 2-3 ans à peu près. D'ici 2-3 ans. D'ici 2-3 ans, donc ça va venir. Je pense qu'on va beaucoup en parler. En fait. Ludovic? Moi, je pense que pareil, il faut une base commune de construction. Après, on ne peut pas avoir tous les mêmes salaires parce que, encore une fois, on a la performance et ça, c'est quand même hyper important. D'autant plus quand on a des métiers commerciaux, dans les métiers, on peut le mesurer. Et donc, c'est aussi l'importance des indicateurs. Et puis après, il y a tout le reste, en fait. Les formations, l'accompagnement, qui sont à la base du salaire. Tout à fait. Sofiane. Une question pour Ludovic. Garance nous dit: je travaille au service marketing d'un groupe hôtelier. À quel label ou signe de distinction devons-nous postuler afin de valoriser notre marque? Alors, bonne question. Après, il y a une vraie différence entre label et signe distinctif de valorisation. La première notation qui valorise une marque, c'est TripAdvisor ou Google qui vous donne finalement une notation. Et derrière, vous pouvez utiliser potentiellement un macaron. Après, vous avez les labels. Là, c'est plus sur les process, sur des associations professionnelles ou des organismes certificateurs qui viennent en vous disant, voilà, il faut respecter tel process, telle procédure. Et après, vous pourrez dire, par exemple, je suis NF Service ou autre chose. Et puis, d'un point de vue plus marketing, vous avez les signes distinctifs de valorisation, comme élu service client de l'année, où là, c'est plutôt une démarche volontaire de l'entreprise de participer et de se challenger par secteur d'activité en général. Souvent, la vraie question, c'est quel est le niveau de maturité de mon établissement ou de mon entreprise? Parce que je commence souvent par mettre en place des process. Sur quel item je veux agir en fait dans mes 4P, dans mon marketing? J'ai envie d'appuyer sur quoi? J'ai une belle destination, j'ai une belle qualité de service, j'ai des grandes chambres. Donc en fait, encore une fois, la même question que tout à l'heure, c'est le pourquoi je fais ça qui va vous donner la réponse derrière. Merci Ludovic. Une question très intéressante, Sofiane. Oui, de Francis qui nous dit: je suis ingénieur dans un groupe automobile. Mon employeur souhaite m'envoyer en mission dans une zone de conflit. Puis-je refuser? Thierry? Alors oui, complexe parce que ça va beaucoup dépendre des fonctions en fait qu'exerce le salarié. Évidemment, si le salarié exerce des fonctions je sais pas, de comptable, et on lui dit tu vas aller dans un pays en guerre, ça peut effectivement justifier un refus qui pourrait se manifester par ce qu'on appelle un droit de retrait. C'est-à-dire en disant je considère qu'il y a une atteinte excessive en fait à ma santé ou à ma sécurité liée en fait à cette demande de déplacement, et donc je refuse d'y aller, et en fait l'employeur doit continuer à payer
mais le salarié, s'il n'est pas d'accord, il doit aller voir le juge, en fait. Ah oui. Mais on ne peut pas le sanctionner dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il faut... Après, le problème, c'est qu'on en sort d'une manière ou d'une autre. Il y a un moment où on peut aller en référé et dire non, mais ça ne va pas. Mais attention, parce que si c'est un ingénieur qui est habitué justement à travailler dans des domaines qui impliquent des pays en conflit, et si l'employeur met en place des mesures de sécurité... La fameuse sécurité. Voilà, des mesures de sécurité, par exemple, sur le pays en question, avec un garde du corps, avec des chauffeurs, bon, peu importe, selon le pays. Là, ce sera beaucoup plus difficile, effectivement, de refuser, parce que c'est quand même lié à la nature des fonctions. Et il y a un arrêt assez récent, d'ailleurs, français, où il y avait, dans une compagnie aérienne française, il y avait des pilotes qui avaient refusé de certaines escales en disant c'est des lieux dangereux, et ils avaient exercé leur droit de retrait. Et en fait, le juge a dit non, parce que, d'abord, bon, c'est votre métier, vous êtes pilote d'aviation, ça comptait quand même beaucoup. Ouais. Et deux, bon, c'est pas une raison pour les se faire tuer, hein, c'est ce que je veux dire. Et deux, surtout, la compagnie aérienne avait mis en place, effectivement, des systèmes de sécurité renforcés dans les escales dangereuses. Donc attention, c'est une question d'appréciation, mais parfois, effectivement, on peut se retrouver dans des situations un peu inquiétantes, on va dire. On va répondre à la question du jour, c'est déjà l'heure, Sofiane. Voyage professionnel, faut-il limiter le nombre de déplacements en avion? Eh bien, vous êtes partagé. Sur LinkedIn, 61% de oui, 39% de non. C'est un peu différent sur les autres réseaux sociaux, 48% de oui seulement sur X. Et sur Instagram, 50-50, quasiment les plus jeunes sont très partagés. La génération Z qui est sur Instagram. Ouais. Voilà, il n'y a pas, en tout cas, d'unanimité sur cette question de réduction des déplacements en avion. On ne va pas faire non plus l'unanimité demain. Question clivante sur le temps de travail. La semaine de 3 jours, ce sera notre sujet de demain. On vous demande chose, ça vous fait une nouvelle chose. Ça fait réagir à chaque fois. 3 jours, on passe de 3 à 6. Oui, on finira la saison en jour, on verra. Est-ce que cette semaine de 3 jours serait l'idéal? Est-ce que c'est un horizon à essayer d'atteindre? Ou est-ce que ce n'est pas souhaitable pour l'entreprise et pour les salariés? Vous votez et on en parle demain, c'est sûr que ça va faire débat. On remercie nos experts, Ludovic Naudier, fondateur de l'élection du service client de l'année, Elodie Gentina, professeure à l'IESEG et autrice, on peut dire autrice, de la Manager la génération Z aux éditions d'Uno, Xavier Rodriguez, président du groupe Jarnias. On n'a pas parlé de gouvernance la prochaine fois. On se donne rendez-vous et vous nous parlerez de ce changement parce qu'en termes de gouvernance, c'est très intéressant ces questions-là. Et Thierry Meillard, notre avocat associé au cabinet Hogan Lovells. Merci à tous les 4 pour vos réponses passionnantes. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast, en replay sur notre appli, sur notre site dans quelques minutes. Nous, on se retrouve demain, Sofiane. Pour le 3e jour de la semaine, peut-être le dernier, qui sait. Non, ici, c'est compliqué. Hein. Non, ça module pas tellement, ça marche pas. Bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business.